mesdames et messieurs, chers auditeurs, on a un très très gros morceau à aborder maintenant avec Benjamin. Ça fait depuis 3 semaines que t'es dessus, je crois. Donc, je pense que tu peux y aller. Vas-y, je te laisse. J'ai bossé dessus une grosse semaine et là, ça fait un moment que je l'ai terminé. D'ailleurs, je m'aperçois à l'instant que j'ai pas vraiment fait de conclusion, mais bon, je connais un peu le sujet, donc je pourrais décoller ça à la fin, c'est pas un problème. Oui, alors je vais commencer par. En fait, je vais entamer cette chronique au final par une annonce qui concerne les chroniques elles-mêmes, là, tout simplement. Et oui, parce que j'ai changé un petit peu de fusil d'épaule, je vais plus faire de chronique, en tout cas pour l'instant, sur la science-fiction. Donc ouais, j'ai le plaisir ou la déception en fonction de si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous, de vous annoncer que pour le moment mes chroniques SF sont en suspens. Je sais que c'est terrible ou génial, encore une fois, choisissez en fonction de votre préférence. Mais pour le moment, c'est comme ça, quoi. J'ai un peu saturé de la SF, en fait. Oui, mais moi, je suis très content que tu reviennes avec de nouveaux sujets. C'est toujours comme ça, en fait. C'est toujours comme ça, à la fin de mes saisons au boulot, comme je lis pratiquement que de la SF, à la fin, j'en ai marre, quoi. Donc, à l'approche de la fin de saison, rien d'anormal, je dirais. J'en reviens donc vers mes premiers amours. Ah, qui sont donc? L'histoire. C'est pas Thibaut et Fanchon? Et plus particulièrement l'histoire martiale. Ah, l'histoire martiale. Ouais, alors je suis passionné d'histoire militaire, c'est un intérêt qui me poursuit maintenant depuis si longtemps en fait que je suis presque sûr que je m'en débarrasserai jamais. Ah bah là c'est trop tard, à l'approche de la trentaine, je pense que c'est mort. Hein. Ouais, voilà, et puisque je peux pas m'en défaire, écoutez, je l'embrasse enfin officiellement ici avec vous tous pour témoins en fait. Et c'est gentil. Il faut que je le confesse, la guerre, sa pratique, son organisation, ses raisons d'être, leur contexte, les hommes, les femmes qui la font, tout ça me fascine assez en fait. J'aime me renseigner sur un conflit pour les mêmes raisons qu'on ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil en passant à côté d'un accident de voiture. Je pense qu'il y a quelque chose de cette curiosité morbide. J'en suis persuadé, il y a une curiosité contre laquelle on ne peut pas lutter, vraisemblablement, et laquelle je m'abandonne désormais. Voilà. Alors, je vous vois venir, je suis pas là pour faire un top 10 des guerres les plus atroces et sanglantes, non, les plus sanglantes de l'histoire, non, mes amis, je suis pas là pour ça. Aujourd'hui, on entame une série de chroniques qui auront pour sujet, en fait, les unités militaires insolites des temps présents ou jadis. D'accord. Qu'elles soient insolites par leur équipement, organisation, excellence ou nullité. Nullité aussi. Ouais, pour l'instant, je sais pas. Non, mais c'était les plus nuls. C'est bien d'élargir le champ des possibles. Non, mais c'est possible qu'on parle de trucs insolites, mais qui sont insolites dans le mauvais sens, tu vois. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Un peu naze. Et pour débuter cette série, on va commencer en beauté avec le corps des janissaires. Oh. Vous pouvez apprécier que pour un début, je me suis pas foutu de votre gueule parce que, croyez-moi, c'est un sacré morceau d'histoire qu'on va aborder. Et pour t'avoir vu travailler dessus, oui, je peux vous assurer, chers auditeurs, qu'il ne se fout pas de votre gueule. Ah ouais, pour le coup, là, je l'ai préparé, c'est pas comme le faisait Burking, je suis arrivé, les mains dans les poches, YOLO, non. Cette fois, il y a de la préparation. La première question qui mérite d'être posée à ce stade de la chronique, c'est quoi les janissaires? Très bonne question, en effet. C'est les questions-réponses, incroyable. Bien sûr, mais ça va être comme ça tout le long, en fait. Janissaire est le nom qui est donné aux soldats d'élite de l'infanterie ottomane, donc de l'Empire ottoman, ayant servi depuis leur création au cours du XIVe siècle jusqu'à la première moitié du XIXe, en fait. Un temps assez considérable. Seconde question, pourquoi les janissaires ont-ils été créés à l'œil nu? Cette question, pour y répondre, va falloir se plonger un petit peu dans le contexte historique et géopolitique, Est-ce que tu nous laisses chercher ou pas? De l'époque, et plus particulièrement... Je pense pas, non, visiblement non. Oui, il est parti. Comment? Je dis, est-ce que tu veux qu'on cherche justement à cette question? Ah non, mais c'est trop tard. Oui. Et non, malheureusement. Donc la question, si je le reprécise, c'est pourquoi les janissaires ont-ils été créés à l'origine? Ah oui, parce que forcément, quand on veut parler de ce genre de choses, on va quand même pas éviter la question de la création, parce que là, c'est ça qui fait tout le sens de la chose. En fait, si on parle pas de ça, ça sert à rien d'en parler. En fait. Ah, donc ça va pas être simple, et vous commencez à comprendre déjà que ce sera pas le cas, je pense. Mais je vous garantis que ça va être passionnant. Enfin, en tout cas, ça va l'être pour moi après. Vous allez peut-être encaisser, je ne sais pas. L'Empire ottoman. Oui. C'est un empire qui a été créé au XIIIe siècle, dans l'actuelle Turquie en fait. Ouais.
Anatolie. Les peuples turcs, à l'origine, sont des peuples qui sont originaires d'Asie centrale, en fait, et qui ont migré vers l'Anatolie, et où ils se sont installés. L'Empire ottoman est dirigé par un sultan, et la raison qui a poussé les sultans ottomans à créer le corps des janissaires, eh bien, c'est pas une... Vous en doutez, c'est pas juste une raison, en fait, c'est assez multiple. Elle découle tout autant d'une nécessité purement pratique que d'une volonté politique précise. L'objectif final, il était relativement simple, c'était de donner au monarque ottoman une armée permanente, en fait, de fantassins et de cavaliers d'élite, dévoués au sultan et ne répondant qu'à sa personne. D'accord. Une sorte d'armée personnelle, garde presque, si on peut dire. Assez multitâche, on le verra, mais quand même sous les ordres et sous l'autorité directe du sultan ottoman. Alors c'est vrai que c'est pas la seule raison de la création des janissaires, fournir une armée permanente qui répond uniquement aux ordres du monarque ottoman, c'est sans doute une des plus importantes dans le contexte qui nous intéresse. En effet, le système féodal en vigueur à cette époque implique que le sultan a sous ses ordres des vassaux. Oui. C'est-à-dire des nobles, comme allégeance. De puissants seigneurs qui ont eux-mêmes sous leur autorité d'autres vassaux de moindre importance. Oui. C'est un petit peu l'histoire des poupées russes, qui en englobe un petit peu plus, donc jusqu'à ce qu'on arrive à des petits nobliaux qui eux n'ont personne en dessous d'eux, donc après c'est comme ça que ça se passe. Leur cercle, forcément. Voilà, et ainsi de suite. Donc, on a le sultan qui a des vassaux, les vassaux du sultan qui ont des vassaux eux-mêmes, et ainsi de suite, ainsi de suite. En gros, comment ça se passe? Eh bien, admettons que le sultan veuille faire une guerre pour X raisons. Ouais. Admettons, oui. Ouais, les thunes. Je sais pas. Le sultan va lever des troupes dans son domaine, ou dans les domaines qu'il possède lui-même. Oui. Voilà. Il va lever des troupes dans le domaine qu'il possède lui-même et va donc disposer d'une armée de conscrits, d'hommes enrôlés, dont il aura le commandement direct, absolu et incontestable. Après tout, pourquoi pas, c'est oui, c'est le sultan. Voilà, excusez-moi, je me suis déjà perdu. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faut que je mette un petit truc parce que là ça ne peut pas me faire. Donc il a les troupes de son domaine qui sont sous son commandement, donc voilà, c'est à moi, il fait ce qu'il veut avec quelque chose. Cela dit, pour faire une guerre d'envergure, le nombre de soldats que peut lever le sultan sur son domaine sera souvent insuffisant. Invariablement ou presque, il va être obligé de faire appel à ses seigneurs. Et oui, donc. Il va leur dire, bon les gars, là j'ai envie de faire une guerre, voilà, il me faut du monde, est-ce que vous êtes chaud? Donc avant de se lancer dans une... Là t'as intérêt à répondre oui très rapidement, je crois, dans ces cas-là, non? Ça dépend, on va voir. Ça dépend du sultan. Avant de se lancer dans une campagne militaire, il va appeler ses vassaux à lever leurs troupes. Chaque domaine de chaque vassal est mis à contribution et fournit un certain nombre de soldats en fonction de ses capacités démographiques et ainsi de suite. Et donc au final, le sultan, avant d'appeler ses vassaux à lever des troupes, a une bonne idée a priori de combien il va obtenir en fonction des contrats de vassalité. C'est-à-dire que bon, il sait qu'en appelant telle personne, il devrait avoir environ tant de soldats de tel domaine. Donc bon, en théorie c'est pas mal, ça peut lui donner une idée de l'armée qu'il va avoir à la fin. Le contrat de vassalité, c'est genre, écoute, je te cède ce domaine, tu en as l'usufruit, c'est-à-dire que tu peux l'exploiter, voilà, c'est toi le daron, c'est toi le chef, tu peux t'en servir, machin. En revanche, quand j'ai besoin de toi, tu dois me fournir tant de soldats, un truc du genre. Bon, ça, c'est en théorie, hein. C'est en théorie dans un monde idéal où tous les vassaux sont contents, loyaux, satisfaits et dociles. Sauf qu'on ne vit pas dans un monde idéal, et ça ne se passe jamais comme ça. On l'a bien vu dans ta chronique sur Crusader Kings que souvent ça part très rapidement. Oui, c'est très très lié. On y revient un petit peu. Bon, on n'est pas dans le monde idéal, comme je disais, pas plus à l'époque qu'aujourd'hui, et par conséquent, ça se passe rarement comme prévu quand on appelle ses seigneurs à rejoindre une guerre. Hein. Bon, je vous passe les détails, coups bas, resquis, tromperie, trahison, embrouille, mésentente, et ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. Vous voyez où je veux en venir? Oui, exact. Rien ne garantit au sultan que les engagements seront respectés et les levées sont donc souvent au mieux imprécises, au pire totalement aléatoires. Ouais, si c'était le seul problème, ce serait pas très grave, mais bon, il y en a d'autres. Hein. Non, mais si c'était le seul problème, on n'est déjà pas sur un système qui est très optimisé, en tout cas du point de vue du sultan. Mais attendez, il y a encore des trucs, il y a encore des problèmes. En plus de quoi? De problèmes, en fait. C'est des problèmes qui s'accumulent. Un des autres soucis de ce système de recrutement féodal est la piètre qualité des troupes qui sont levées. Constitué pour l'infanterie en tout cas, de conscrits enrôlés de force, souvent mal entraînés, mal équipés, au moral souvent très faible et à l'efficacité plus que douteuse. On a donc un système qui permet au sultan d'obtenir des troupes en quantité incertaine et à la qualité discutable. On s'arrête là ou je continue? Non, parce que on n'est pas encore au bout des problèmes en fait que pose ce système. Eh oui, parce que le sultan, s'il crée les janissaires, c'est pas juste parce qu'il a une petite lubie et c'est pour le fun, non, il le fait parce que c'est pas... Les complots, les complots. J'imagine que les grouillots de base qui appartiennent à notre seigneur, ils vont plus être fidèles à ce seigneur-là qu'au sultan lui-même. Voilà.
Donc tu peux facilement avoir tes Exactement. propres hommes qui finissent par se rebeller contre toi. Et ben voilà, on va continuer du coup, merci. Quelle fin stratège, Marc. Mais oui, toujours. Il reste un problème de taille, hein. Les troupes fournies par les vassaux ne sont pas totalement sous le contrôle du sultan. Et oui. Et oui. Elles sont mises à disposition de ce dernier dans le cadre d'une campagne, mais ce sont les grands seigneurs, les ayants fournis, qui restent les maîtres de ces hommes en fait, hein, dont la loyauté est souvent acquise à leur seigneur et non pas Au sultan. et non pas au sultan. Donc au final, le sultan il se retrouve avec une armée au nombre difficile à anticiper, à la fiabilité discutable, à la loyauté ne lui étant pas acquise et sur laquelle son contrôle n'est pas total. Ouais, donc du coup Ouais. c'est la merde quoi. C'est la merde, disons que c'est pas idéal, hein, dur d'être un sultan, n'est-ce pas? Et bien de ce point de vue, oui. Mais que de ce point de vue là. Oui, parce que le reste ça va quoi. Et bien de ce point de vue, oui, quand on est sultan ottoman, en fait c'est un peu le problème de tous les systèmes féodaux en fait, hein, que ce Oui. soit les sultans ou même d'autres, hein, je veux dire on a les mêmes en Occident, mais peu importe, quand on est sultan ottoman, d'avant la première moitié du XIVe siècle en tout cas, et qu'on veut partir en guerre, oui, forcé de constater que c'est pas facile. Bon, en plus de ces... non mais attends, Non mais oui, mais c'est joliment dit, c'est pas facile d'être sultan. Oui. Surtout qu'on est au 14e, donc Constantinople résiste encore et toujours il reste à encore une l'envahisseur. partie de l'Empire byzantin qui se réduit comme peau de chagrin et qui fond comme neige au soleil, certes, c'est vrai, mais il est encore là. Il est encore là, l'Empire byzantin, RIP, petit ange parti trop tôt, et ainsi de suite. Bon, en plus de ces soucis de logistique bien embêtants, les sultans ottomans, ils doivent composer avec une aristocratie qui, après justement la mise en place de l'Empire, Ouais. une aristocratie qui va devenir de plus en plus puissante et donc menaçante envers le pouvoir de la dynastie. Donc ça a posé un problème. C'est aussi en fait pour faire barrage à cette aristocratie de plus en plus ambitieuse que le corps des janissaires a été créé. Alors vous vous demandez sans doute comment on peut entraver les ambitions de puissants seigneurs avec une armée, genre pour s'en servir en cas de révolte. Est-ce que c'est à ça que vous pensez? Non, plutôt juste pour faire peur. Pour faire peur, pour intimider, c'est un peu plus subtil que ça. C'est déjà pas mal, mais je pense que c'est un peu plus subtil. C'est pas juste pour intervenir en cas de révolte, c'est bien pire que ça. Est-ce que ça fait une sorte de garde prétorienne Et ben, tu ne crois pas si bien dire. Version Mais turque. ce Ah, sera mon juste- Dieu. Ce sera juste pour un peu plus tard, mais les grands esprits se rencontrent, hein, il y a des connexions qui se font, c'est formidable. Ah oui, je me gargarise comme jamais, mais bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, en fait, pour bien comprendre comment une troupe de simples soldats peut enrayer les ambitions grandissantes de puissants seigneurs, eh bien, il faut évoquer, je pense, un peu la culture des peuples turcs. Ok. La société ottomane est beaucoup moins rigide et finalement, si elle est compartimentée, c'est des compartimentations qui sont un peu plus amovibles, disons, que celles des sociétés féodales occidentales où tout le monde naît, vit et meurt à sa place ou presque. D'accord. C'est globalement un peu ça. Les classes qui composent la société ottomane sont beaucoup plus perméables les unes des autres. Tu peux changer passer d'une classe à une Oui, autre. oui, quoi. c'est ça, oui, Ouais. bien D'accord. sûr, il peut y avoir l'ascenseur social Ça existe, ouais. existe, hein, bon, il n'est pas absolu et universel, mais il existe. De ce fait, il est possible pour un simple esclave de s'élever par le mérite et d'atteindre un poste, une fonction bien au-dessus socialement que beaucoup d'autres occupés par des hommes libres. Cela peut sembler paradoxal, mais dans cette société, il n'est pas rare que des personnes au statut social d'esclaves puissent être plus riches, plus influentes et plus importantes que des personnes libres. C'est dans ce contexte social que doit être replacée la création des janissaires, car oui, les janissaires sont bel et bien des esclaves. Hein Ils font partie des capikoulous, ce qui se traduit par les esclaves de la porte. D'accord. Le surnom de l'Empire Le ottoman surnom, est également la la- sublime porte. La sublime porte, Ouais, c'est ça, ouais. La sublime porte. Esclave de la porte. C'est joli, moi. Voilà, entendez par les esclaves de la porte, entendez par là les esclaves du sultan. Les capikoulous sont donc la propriété directe du sultan. Ils se composent de plusieurs branches, certaines dédiées à des tâches domestiques, administratives, logistiques et bien entendu guerrières. Il existe deux branches guerrières parmi les capikoulous, l'infanterie, la cavalerie. D'accord. Yenisserie, qui se traduit, Par qui janissaire, a été quoi. francisé en janissaire et qui se traduit littéralement par nouvelle troupe ou nouvelle milice. D'accord. Yenisserie, ça veut dire nouvelle milice. Et nous avons les sipahis, les cavaliers. D'accord. Je fais cette précision car s'il est vrai qu'ici on parle des Yenisseries, ils sont indissociables des sipahis en fait, qui les accompagnent en soutien en fait systématiquement sur tous Ouais, les d'accord. théâtres d'opération. Alors pour bien saisir pourquoi les janissaires sont aussi importants et insolites, il faut bien sûr parler de leur mode de recrutement et de leur entraînement. Car c'est sans doute vrai que de tout ce qui concerne les janissaires, c'est vraiment ça qui est peut-être le plus déroutant en fait selon notre point de vue occidental. Le système de recrutement des janissaires est mis en place en même temps que la création du corps. Ça s'appelle le Devshirme. Le D'accord. Devshirme est promulgué dans la seconde moitié du XIVe siècle par Mourad Ier, troisième sultan de la dynastie ottomane.
Alors, en quoi consiste le Devshirme, me demanderez-vous. C'est un moyen de recrutement qui est mis en place exclusivement dans les provinces européennes sous contrôle des Ottomans, ou vassaux, éventuellement, de ces derniers. D'accord. Et oui, vous n'êtes pas sans ignorer que l'Empire ottoman s'est très rapidement étendu au-delà des frontières de l'Asie en Europe pour bien conquérir une bonne partie des Balkans. De l'Europe de l'Est, quoi. Ouais, voilà, les Ottomans sont très rapidement... Au revoir Constantinople. Ouais, mais pas encore, du coup, si on est au 14e pour le moment. Constantinople, c'est voilà, 1450. la Macédoine, la Bulgarie, la Valachie, la Serbie, Moldavie, la Grèce, la Hongrie, l'Albanie, ainsi de La suite. Transylvanie. Alors, Faudrait-il lancer quelque chose. Ouais, la Transylvanie, on en reparlera. D'accord. Devshirme signifie très littéralement la récolte. Là où les esclaves du sultan étaient jadis acquis par le commerce ou la guerre, ils sont désormais procurés par l'impôt. Ah, d'où l'idée de récolte. Oui, c'est l'impôt sur le sang, en fait. C'est un impôt qui n'est pas payé en nature ou en argent, mais payé en vie humaine, et plus particulièrement en fils, par les familles chrétiennes vivant sur les terres sous contrôle ottoman. D'accord. J'ai malheureusement pas trouvé d'informations sur la fréquence de cette taxe, mais d'après ce que j'ai compris, elle varie en fonction des besoins. C'est pas quelque chose qui est payé tous les ans. Oui. Ouais, parce que sinon, au bout d'un moment, y a plus personne. Y a plus personne, quoi, c'est ça. Je peux vous en donner quelques modalités. Hein. Les enfants qui sont enlevés à leur famille devaient être suffisamment âgés pour pouvoir survivre à de longs voyages. Ouais. Des conditions assez rudes, mais suffisamment jeunes pour qu'on puisse en refaire totalement l'éducation. Oui, d'accord. Et au passage, c'était un moyen aussi pour les sultans de se prévenir d'éventuelles révoltes chez les chrétiens. Les chrétiens. Ouais, on en parle après, je l'évoque absolument, mais t'as raison, t'as complètement raison. Je peux vous dire également, c'est que les familles qui n'ont qu'un fils étaient exemptées. Ah oui, justement, ouais, j'allais y penser, si t'as qu'un seul fils, t'es quand même bien dans la merde si jamais tu dois le donner, quoi. Non, justement, s'il y a qu'un seul fils, tu t'es pas imposable à ce niveau-là. Est-ce que tu peux choisir ton fils que t'envoies ou pas? J'en sais rien, c'est une Ou est-ce très que bonne c'est toujours question. l'aîné? Je pense que si tu en as plusieurs, je sais pas. Ouais, mais après, ça dépend de l'âge, en fait, quand l'enfant arrive. Oui, c'est ça aussi. Je me suis pas non plus renseigné trop à fond. Non, mais y a pas de, je me demandais si au cas où tu savais, quoi. Ouais, s'il soit assez malléable, tu vas l'envoyer à... En gros, il a 6 ans, quoi. Ouais, 6 ans, ouais. Ouais, c'est un peu plus vieux de ce que j'ai vu, c'est genre 10 ans. Au moins 8, au moins à partir de 8 ans. 8-10 ans, quoi. 12 ans, je crois. Oui, comme ça, il est suffisamment fort et il est pas encore ado, donc son esprit est pas encore forgé, tu peux le briser et en faire ce que tu veux, quoi. Cette nouvelle taxe, vous allez voir qu'elle est super bien pensée, elle a vraiment des avantages multiples. En plus de procurer à moindre effort et moindre coût des recrues pour l'armée et l'administration, elle permet également de saper la capacité de recrutement des vassaux crétins qui pouvaient être et qui étaient la plupart du temps peu loyaux. C'est-à-dire que chaque fils que tu enlèves, c'est un soldat de moins dans l'armée, aussi bête que ça. Chaque jeune homme enlevé est un jeune homme en moins, voilà, pour en servir à grossir les rangs d'une petite équipe. Les familles nobles n'étaient pas épargnées. C'est vrai qu'elles n'étaient pas soumises au Devshirme à proprement parler, mais leurs fils étaient également enlevés à leur famille pour une période de plusieurs années. Ils étaient accueillis à la cour du sultan en tant qu'invités. Vous entendez par là otage, hein. Le sultan, en prenant sous son aile les fils des vassaux et des nobles chrétiens, s'assure bien entendu de leur loyauté, mais également espérer peut-être qu'un jour, après plusieurs années à la cour des Ottomans, peut-être que ça les rend plus sympathiques vers leur maître. Ce qui n'a pas toujours bien fonctionné, ça a même moins bien fonctionné que ce que ça a fonctionné, mais c'était honorable, hein. Parmi ces jeunes nobles, d'ailleurs, on peut compter entre autres Vlad Bassaram, 3e du nom, plus connu sous le nom de Vlad Tepes, plus connu sous le nom de Vlad l'Empaleur. J'en ai parlé juste il y a 5 minutes et je savais même. D'accord, c'est fou. Ok. Qui est à l'origine du personnage de Dracula, bien sûr. Donc, voilà, il a été enlevé, il a vécu plusieurs années de son enfance. Incroyable, donc il a été... il a failli devenir janissaire, quoi, en fait. Ouais, au 15e siècle, dans la première moitié du 15e siècle, si ma mémoire est bonne, il a passé quelques années à Constantinople. C'est fou, parce que ça peut, dans un roman, c'est dommage que ça soit jamais utilisé. Ouais, on le présente souvent comme un ennemi des Turcs, mais jamais comme un... acharné des Ouais, mais jamais comme quelqu'un qui a vécu là-bas, quoi. Ouais. Et pourtant, il y a passé quelques années. Bon, revenons à nos enfants d'origine modeste, hein, parce que les fils de nobles, ils finissent pas dans les Oui, ils finissent pas dans les janissaires, c'est normal. Bon, qu'est-ce qui leur arrivait une fois qu'ils étaient enlevés à leur famille? Alors, en fait, après leur départ, les enfants recrutés étaient envoyés dans des familles d'accueil turques pour y apprendre la langue, les coutumes, la culture et la religion des Ottomans. Ils sont bien entendu convertis à l'islam, ouais. Absolument. Après avoir terminé cette période de formation basique, les nouvelles recrues, elles sont envoyées pour commencer leur entraînement dans une école dédiée de la capitale ottomane. Dans cette école, les jeunes recrues sont éduqués et orientés vers des formations spécifiques en fonction de leurs capacités et de leurs talents.
Les spécialisations étaient nombreuses, ingénieurs, artisans, mousquetaires, intendants, archers, artilleurs, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Juste une petite précision Oui, pour les dis-moi. auditeurs qui nous écoutent, quand tu dis mousquetaire, c'est juste le maniement du mousquet, c'est ça? Oui, hein pardon, Ouais. en effet, oui, Non, mais c'est juste pour Maniement clarifier, parce que des- tout le monde ne sait pas forcément qu'un mousquetaire s'appelle un mousquetaire à cause de son Maniement des arme. armes à feu, l'arc est à la base leur arme principale, arme, ouais, elle va mais vite être remplacée c'est par le mousquet. par l'arquebuse et le mousquet. Le fait de devenir janissaire, c'était pas forcément une mauvaise chose, on va le voir, parce que les janissaires étaient bien nourris, ils étaient vraiment bien éduqués, mais leur entraînement était aussi régi par une discipline de fer, ponctuée de travaux et de travail assez éprouvant et très rigoureux, le tout dans des conditions de discipline qui sont presque monastiques. La discipline imposée aux jeunes recrues leur imposait, entre autres privations, l'abstinence et le célibat. Tout au long de leur apprentissage et de leurs années de service, les janissaires restent la propriété du sultan. Ils sont considérés comme les gardiens du trône et de la personne qui siège dessus. En fait, on enseigne aux jeunes janissaires à considérer leurs frères d'âme, le corps des janissaires, comme leur nouvelle famille. Ouais, bien sûr. Donc il y a un esprit de corps qui est extrêmement puissant. Et leur baraquement, c'est leur foyer, en fait. Ils D'accord. vivent entre eux, ils sont éduqués entre eux. Enfin voilà, ils sont entre eux. Le baraquement comme leur foyer, j'ai pas conclu, mais le sultan, il le voit comme un père. C'est leur Ah oui, père, oui, c'est c'est le le- sultan. ouais. C'est un sultan de comment on peut C'est un dire père de substitution. de substitution. Ouais. Pas un sultan de Exactement. substitution. Exactement. Leur éducation incluait aussi bien un enregistrement. Ah ouais, putain, Il excusez-moi. fait participer à des podcasts. Incluait aussi un enseignement religieux et spirituel. Ouais. Et en fait, les janissaires suivaient des enseignements d'un grand maître qui s'appelle Haji Bektash Veli, je pourrais pas le prononcer comment c'est censé être. À l'origine de l'ordre Bektashi, c'est une des nombreuses écoles d'interprétation en fait du D'accord. Coran. Les imams Bektashi en fait faisaient office de chapelain au sein des janissaires. D'accord. Donc ils avaient des sortes de chapelains en fait qui sont voilà, les janissaires, il faut pas l'oublier, c'est aussi une fraternité qui est profondément spirituelle et religieuse. Ouais. Je fais une petite parenthèse, mais à bien des égards, leur stricte discipline militaire et religieuse, ainsi que leur vie qui est retirée en fait assez en marge de la société puisqu'ils vivent ensemble dans leur Ouais. baraquement et ainsi de suite. Les janissaires, ils sont finalement assez proches des ordres militants chrétiens. Ouais, il y a un petit côté templier parce que C'est pas absolument le cas, mais voilà, on peut quand même faire des parallèles. Finalement, on peut faire des parallèles avec l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean qu'ils ont ironiquement combattu à Rhodes et à Malte. Et voilà. Donc, je pense que c'est pas mal de préciser. C'est la partie des janissaires que j'ai le moins travaillé parce que c'est celle qui demande malheureusement le plus de connaissances sur la spiritualité, sur l'islam. oui, Je sais bon, pas du c'est tout. là après on en demande des Donc, je considérations. pourrais pas donner plus de, mais il faut pas difficile, l'oublier. quoi. Je pense que c'est important. Alors, une fois formé et placé, l'ascenseur social ottoman était ouvert à ses enfants, en fait, qui étaient valorisés comme fils privilégiés du sultan. Les plus brillants d'entre eux pouvaient occuper à terme de très très hautes responsabilités au sein de l'appareil de l'État. On ne compte plus le nombre de grands vizirs issus des Yanisseries. J'ai D'accord. trouvé plusieurs sources différentes là-dessus, donc je ne saurais pas donner un chiffre total, mais de ce que j'ai compris, ça tourne dans la vingtaine. Ah oui, d'accord. L'équivalent de premier ministre, en fait, de deuxième viennent homme du le corps plus des puissant, Ok. qui viennent et qui sont des esclaves. Donc à la base. Ah ouais. Oui, donc il y a vraiment le. Ah, il y a vraiment un social, ascenseur on est social, vraiment hein. dans- Ouais, en fait, l'esclavage est presque plus symbolique que ce qu'il est effectif. Oui. Mais il y a des esclaves qui ont vraiment des vies qui ne sont pas enviables, hein, bien sûr. Je vais pas dire que c'est génial, mais Oui, et puis c'est- enfin, quand on parle d'esclaves, c'est que c'est comme pour Ouais. les Grecs et les Romains, on n'est pas sur la c'est la un traite peu, voilà, négrière, ouais, à exactement. l'occidental, quoi. Ouais, c'est ça. On est loin de ces considérations-là, c'est vrai. C'est vrai, c'est important de le préciser. En ouvrant les portes des hautes fonctions aux méritants plutôt qu'aux pistonnés, ils font ainsi barrage aux ambitions des aristocrates. Et oui. En leur empêchant d'accumuler trop de titres et trop de postes de pouvoir. Pas mal. Eh oui, Malin. parce que, vous voyez où je veux en venir, hein, si vous diluez un petit peu les postes et que vous ouvrez bien sûr les responsabilités, les titres, etc. à des gens qui le méritent peut-être plus que ceux qui ne sont nés que pour ça, et voilà. Ça fait une société plus juste d'une certaine manière aussi. Ça fait une société qui est qui a ses travers, bien sûr, ses injustices évidemment, mais qui n'est pas qui a bien des égards et paraît quand même relativement plus juste que les sociétés. Bon, je vais pas dire que c'est le cas, mais c'est vrai que sur certains aspects, c'est en tout cas le moins qu'on puisse dire, c'est que ça change radicalement de notre organisation sociale occidentale. Ouais, à clairement. l'époque, hein.
Donc voilà, à partir du moment où vous avez les hauts postes et de la gestion, etc., qui sont ouverts à des esclaves, forcément vous entravez les ambitions des puissants. Alors les janissaires étant élevés ensemble, vivant ensemble et partageant les mêmes difficultés tout au long de leur éducation et ainsi de suite, les mêmes épreuves, les mêmes récompenses, ça crée une solidarité qui est vraiment à toute épreuve et qui va très rapidement se développer au sein de la fraternité. L'esprit de corps qui est puissant et qui va souder en fait les jeunes janissaires qui sont enlevés à leur famille en fait, qui va les souder ensemble. Et ça va renforcer bien sûr leur morale parce qu'ils vont se battre pour leurs frères et pas juste avec des pécores qui ont pas envie d'être là comme c'est souvent le cas pour les unités un petit peu plus classiques. Alors, grâce à ça, les janissaires ils vont rapidement se bâtir une solide réputation, aussi bien chez leurs ennemis que chez leurs alliés, une réputation digne de la troupe d'élite qu'ils étaient. Pour conclure sur le dev Shirmé, sur l'éducation, etc., on estime quand même que c'est entre 300 000 et un demi-million d'enfants qui ont été enlevés à leur famille pour servir quand même. le sultan. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Après, ils ont pas tous servi dans le corps des janissaires. Oui, c'est ce que tu disais. Dans d'autres Administration. Mais ça reste quand même une éducation. Et c'est-à-dire que quand on dit janissaire, on parle vraiment du corps armé ou sinon les autres qui sont pas militaires, on peut les mettre quand même. Non, les janissaires, c'est vraiment l'infanterie. L'infanterie de la terminologie pour parler de ce groupe complet civil entre guillemets inclus, c'est les capicolo. Ouais, d'accord, exactement. C'est le terme général d'esclaves de la porte. Parce qu'il faut pas non plus, faut pas non plus oublier les gens qui bossent dans l'administration, comme ça. Oui, bien sûr, absolument. Donc capicolo alors. Les janissaires d'ailleurs, une fois âgés, pouvaient trouver des postes dans l'administration une fois qu'ils avaient passé l'âge de combattre et ainsi de suite. C'est à noter qu'un janissaire, de ce que j'ai compris, n'était pas considéré comme un vrai janissaire avant d'avoir atteint quand même ses 25 ans. Aux alentours de ses 25 ans, donc ce qui est relativement avancé. Donc ça demandait, pour être considéré comme un janissaire, pas juste d'avoir fait cette éducation, mais d'avoir participé à des combats et d'avoir acquis quand même de l'expérience. Alors les janissaires, les janissaires étaient mais vraiment reconnaissables entre toutes les troupes ottomanes du premier coup d'œil. C'est porter un uniforme unique qui était très facilement reconnaissable par le haut bonnet blanc en fait retombant vers l'arrière sur leurs épaules. Étant des soldats professionnels, ils recevaient une solde régulière plus conséquente que celle des autres soldats et une solde qui pouvait être agrémentée de bonus en fonction de leur mission et fait d'armes. D'accord. Donc ils pouvaient accumuler une somme assez confortable. Très sincèrement, c'était pas exception. Ils vivent ensemble dans des baraquements spécifiques, séparés du reste de l'armée. Et pendant les campagnes, ils ne se mélangent quasiment jamais aux autres soldats. C'est-à-dire qu'ils ont toujours leur tente, ils ont toujours leur coin, ils ont leur truc. Donc voilà, ils restent entre eux, quoi. Ils se mêlent pas au reste. Ils sont parmi les tout premiers soldats à marcher au son de la musique. Ah oui, d'accord. Ils ont incorporé, c'est eux qui ont incorporé les premiers tambours, un truc comme ça. Des musiciens, en fait, dans leur rang. C'est génial. C'est assez sympa, je trouve. Ça, c'est une putain d'anecdote. Et ils sont aussi l'une des premières troupes à avoir massivement utilisé les armes à feu sur les champs de bataille. Ouais. En parlant de champs de bataille, c'est quoi leur bail aux janissaires, à quoi ils servent, comment ils sont équipés, comment ils sont utilisés, quelles sont leurs pratiques. Bon, c'est des soldats, après tout, on peut se poser la question. Et bien, tout comme le prolétaire de ce début de 21e siècle, les janissaires sont polyvalents. Ah, d'accord. Ils font de tout, quoi. Alors pas de tout nécessairement, mais ils sont bons à pas mal de choses. Alors je vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'on a déjà parlé un petit moment. Voilà, c'est pas mal quand même d'en parler un petit peu. Il suffit de signaler que les janissaires ont existé pendant presque 5 siècles pour se douter que c'est ce qui fait quand même il y a eu adaptation. Il y a eu adaptation, donc ils ont pas servi exactement de la même manière. Moi je vais plutôt parler de l'âge d'or des janissaires. Ouais, c'est-à-dire les 2 premiers siècles. Sur 15e, 16e, quoi. Ouais, c'est ça, du début, donc du 14e jusqu'au 17e siècle. Ouais, d'accord. Alors, je vais rappeler quand même, parce que je l'ai évoqué, mais c'est pas mal de le rappeler, que les janissaires sont toujours déployés en doublon des cipayes. Rappelez-vous, c'est le pendant à cheval des janissaires. Ah oui, c'est les cipayes, c'est les cavaliers. Voilà, c'est les cavaliers exactement, qui sont là pour les couvrir, les appuyer, mais aussi et surtout les protéger de la cavalerie adverse. C'est une cavalerie légère, du coup, les cipayes lourde, plutôt. C'est à moitié, je dirais que c'est entre les deux. D'accord, ok. C'est pas tout à fait Ils sont polyvalents, quoi, en fait, encore. C'est pas une cavalerie lourde au sens de la cavalerie médiévale, franque, chargée, défoncée, tout ça. C'est pas une cavalerie légère non plus. Ça fait pas de l'escarmouche, quoi. D'accord. Je dirais que c'est entre les deux. C'est entre les deux. Je sais pas comment on peut définir ça, je confesse. Cavalerie intermédiaire. Ah, pas mal. Voilà. Car oui, les janissaires sont polyvalents, mais ne sont pas bons à tout pour eux. Ils sont autant utilisés comme une unité de combat à distance que de contact. Ça, c'est assez intéressant de le souligner.
C'est finalement assez rare en fait les unités qui peuvent exceller dans les deux domaines. Oui, bien sûr. En fait, ça dépend surtout des circonstances et du contexte en fait de la bataille pour lesquelles on les utilise. À l'origine, en fait, ils étaient principalement équipés d'arcs composites, héritage des cavaliers turcs. Oui. Ils s'en servaient aussi bien pour faire pleuvoir la mort sur les champs de bataille que pour nettoyer les remparts de leurs défenseurs pendant les sièges. On est d'accord que les arcs composites, c'est des petits arcs recourbés, c'est ça, hein. Qui sont assez peu encombrants, mais qui ont une puissance, de tir fantastique. non négligeable. Okay. Une fois le stock de flèches épuisé, ou si la nécessité se faisait sentir, les janissaires pouvaient abandonner leurs arcs pour se saisir dans une main d'un bouclier, de l'autre d'un sabre ou d'une hache pour passer au contact. Classe. C'est la grande classe. Au milieu du XVe siècle, ils commencent petit à petit à remplacer leurs arcs par des armes à feu individuelles, de type arquebuse, lesquelles vont se moderniser au fil du temps pour devenir les mousquets, en fait, plus fiables, plus précis. Au milieu du XVIe siècle, l'arc est définitivement abandonné au profit de longs et lourds mousquets. C'est intéressant à noter, les mousquets ottomans étaient plus longs, plus encombrants que les mousquets occidentaux, ce qui ne permettait pas d'avoir une très grande fréquence de tir, mais les mousquetaires, en l'occurrence les janissaires, ils faisaient plutôt sur leur précision, que sur la fréquence de tir. Ouais, c'est des snipers. C'est ce que je veux dire, c'est des francs-tireurs. C'est des sortes de francs-tireurs, absolument, donc voilà. Ça les rend encore plus classe, du coup. Moi je trouve, en plus leurs mousquets, ils sont vraiment, ils sont trop classe. Je crois avoir l'idée en tête un peu, Je vais avoir du mal à vous en faire une description par oral, mais regardez mousquet ottoman, je peux vous assurer que ça fait pas rire les gens. Et ça faisait pas rire les gens qui étaient assiégés, hein, parce que leur boulot janissaire, c'était, on va y venir après, Okay, donc l'arc est définitivement abandonné au milieu du XVIe siècle. Donc comme je l'ai dit, voilà, le janissaire donnait la priorité à la portée, parce que la portée était supérieure. Ouais. Et les janissaires, figurez-vous qu'ils vont également acquérir une réputation d'ingénieurs, de sapeurs et de mineurs hors pair, craints et respectés de leurs adversaires. Oui, d'accord. Pour vous donner une idée, les sapeurs, mineurs, ingénieurs de guerre, c'est leur rôle de construire des tranchées d'approche. C'est parmi les premiers aussi, en fait, les Ottomans à créer des systèmes de tranchées pour pouvoir s'approcher des fortifications. En fait, ils sont bons dans la polyarchétique, quoi. Ah c'est des monstres, hein, à ce niveau-là. Ils ont innové, ils ont pas mal innové. Ils vont beaucoup stagner vers la fin, mais au début, ils ont innové pas mal. Donc voilà, c'est eux qui sapent les murailles. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils creusent des tunnels, ils creusent des chambres, et ils entreposent des bombes, en fait, sous les murailles, et ils font s'effondrer du dessous, en fait. C'est un travail de sape. C'est ce qu'ils ont essayé de faire à Vienne avec exactement. Ah oui. Pas assez de succès. Mais ça a pas réussi parce que ça a pas bien marché, mais c'est vrai qu'à Vienne, les mecs qui se faisaient assiéger, ils devaient faire des séries de tout petits P parce que ça devait pas être serein. Donc au cours des sièges, parce que oui, il faut parler des sièges, hein, c'est quand même 50% du warfare à l'époque de la guerre. Au cours des sièges, en fait, ils sont utilisés comme unité de soutien, assignés aux travaux de sape et de tranchées, chargés avec l'arc ou le mousquet de nettoyer les fortifications, en fait, le haut des remparts des défenseurs, pendant que le reste de l'armée, par des assauts successifs, en fait, répétitifs, ébranle de plus en plus le moral et réduit le nombre de défenseurs. Sur le champ de bataille, c'est-à-dire sur terrain ouvert, pas dans le contexte de siège, sur le champ de bataille, ils sont vulnérables à la cavalerie, en fait. Ouais, ils sont pas bien protégés. Ils sont pas bien protégés parce que c'est pas non plus une infanterie lourde, c'est une infanterie intermédiaire. On n'est pas sur des boucliers, quoi. Non, ils ont des petits boucliers circulaires métalliques, mais c'est pas les boucliers qui protègent de la cavalerie, c'est essentiellement les armes, les lances, le pic. Ouais. Ils sont très vulnérables à la cavalerie. C'est pour ça qu'ils sont secondés par leurs amis à chevaux, quoi. J'ai oublié leur nom, déjà. Pardon. Les sipahis, pardon. Les sipahis, pour ceux qui sont intéressés, c'est une déformation du mot sipahi qui a donné les spahis. Les spahis, c'est les troupes coloniales d'Afrique du Nord qui étaient à l'origine des troupes à cheval. Oh, d'accord. C'est resté, il y a encore le régiment de spahis de Valence, ce que j'allais dire, qui est aujourd'hui de la cavalerie blindée, bien sûr, puisqu'on fait comme les guerres en cheval. On fait avec cheval mécanique, c'est possible, il y a des gros canons. Exactement. Donc ils sont généralement sur le champ de bataille déployés au centre de la ligne, souvent en réserve pour protéger le sultan et engagés au terme de la bataille une fois l'ennemi bien diminué, en fait. Ouais. C'est l'intervention, en fait, de cette unité qui est souvent décisive. En fait, une fois que vous avez bien épuisé l'ennemi, une fois que vous l'avez bien crevé, eh bien c'est eux qui débarquent et ils donnent le coup de race. Donc les janissaires enfoncent les lignes et les sipahis, ils terminent pas. Tour de bras ceux qui essayent de s'enfuir, quoi. Yes. Je vois que t'as un petit sourire en coin en disant ça. Après voilà, c'est arrivé. En fait, les janissaires ont eu beaucoup de succès. C'est vraiment des unités d'élite qui étaient redoutées. Donc le simple fait de les aligner en fait sur le champ de bataille, ça avait un effet psychologique. D'accord. Le bleu les chocottes, quoi. Ah ouais, ils voyaient débarquer les bonnets blancs, les mecs en face. Voilà, série de tout petit peu. Ouais.
parce que faut pas oublier que c'est des soldats qui sont presque fanatisés au même titre que les ordres militants religieux occidentaux. Comme tu disais, les hospitaliers tout à l'heure. Combattent avec une ardeur qui est juste incroyable, quoi. Bon, en cas de défaite, en fait, le fait qu'ils aient un moral d'acier, ça leur permettait souvent d'éviter des déroutes. En fait, ils pouvaient organiser une retraite à proprement parler pour éviter que ça se transforme en déroute et que ce soit vraiment une bérésina, en fait. Ceux qui sont familiers avec la retraite de Napoléon, voilà, ça donne une idée du désastre qu'on peut éviter. Donc voilà, au cours des sièges, c'est le même schéma qui est respecté, ils harcèlent les adversaires et puis au moment de donner l'assaut décisif, ils montent au créneau, littéralement, et voilà. Donc voilà à peu près comment sont utilisés les janissaires. Bon, malheureusement, ce qui se passe souvent avec des gens à qui on donne trop de pouvoir et trop d'importance, le pouvoir corrompt, ils commencent à s'en accommoder un peu trop facilement. Donc en fait, assez rapidement, à partir du XVIIe siècle, les janissaires, ça devient vite n'importe quoi. Et tu crois pas si bien dire, Raph, quand tu as fait la comparaison avec la garde prétorienne, parce que c'est très littéralement ce qu'ils vont devenir. Ils vont devenir une garde paresseuse qui fait et défait les sultans à peu près à leur volonté. C'est-à-dire que tous les sultans qui ont essayé de toucher à leurs privilèges au-delà du XVIIe siècle et même à la fin du XVIe, ils ont été renversés. Ils ont été renversés par les janissaires. Donc en fait, c'est très rapidement devenu une élite qui était complaisante. Les titres sont devenus héréditaires. Le Dev Shirmé a très rapidement été abandonné. Ah oui, d'accord. En fait, d'accord. À partir de ce moment-là, ça devient la merde, quoi. Donc une fois que t'enlèves le Dev Shirmé, tu t'enlèves l'utilité le principe même du truc, quoi. Des janissaires. En fait, c'est bien de se souvenir que les janissaires sont composés uniquement d'occidentaux, en fait, de chrétiens. Oui. À la base, et puis après, on autorise les Turcs à en faire partie, et c'est à peu près à ce moment-là que ça devient n'importe quoi. Je dis pas ça devient n'importe quoi parce que les blancs sont supérieurs aux Turcs, c'est pas du tout. Non, mais c'est juste qu'on revient sur un schéma très aristocratique, en fait. C'est ça que tu veux dire. Voilà, les titres deviennent héréditaires. On lutte pour l'aristocratie et on finit dans l'aristocratie. Voilà, en fait, ils finissent en aristocratie, ils perdent leur statut d'esclave et donc leur caractère entre guillemets inférieur. Donc qu'est-ce qui se passe? En gros, il y a plein il y a plein d'empereurs qui vont essayer de les réformer. J'ai pas noté son nom, je suis désolé, mais en 1826, il y a extermination des janissaires. En 1826, t'as dit ça? 1826 ou 24, on les piège en fait, on les force à prendre un choix politique qui leur est défavorable. Et en fait, ça donne un alibi en fait au sultan pour les défoncer. Donc le sultan il fait encercler toutes les casernes de janissaires sur le territoire ottoman et en gros il fout le feu et il tombe quoi. L'ordre 66 de... c'est carrément ça. 66. C'est assez intéressant de noter que parmi les seuls janissaires qui ont été épargnés, c'est les janissaires qui étaient en garnison à Tunis. D'accord. Et ils ont été butés par les Français 10 ans après quand ils sont venus, quand l'armée française est venue en fait. D'accord. Pour coloniser la Tunisie, ils se sont battus contre les derniers janissaires. D'accord. C'est un peu stylé aussi, comme anecdote. C'est assez stylé comme fin, c'est vraiment l'ordre 66 comme tu dis. Mêlé au dernier samouraï version exécuter l'ordre 66. Il y aurait un film à faire là-dessus. Mais il les bute, il les capture, il les fout en taule. Ouais, c'est pareil, c'est exactement ce qu'avait fait Philippe le Bel avec les Templiers. Avec les Templiers. Oui. Sauf qu'il l'a fait un peu plus rapidement. Mais tu vois, les scénarios se répètent parce que tu vois, tu t'accordes beaucoup trop de privilèges à des personnes qui finalement vont s'en complaire et puis. Et voilà. Comme quoi, est-ce que étudier l'histoire, ce serait pas bien justement pour éviter que les choses se reproduisent? Ce serait idéal, mais encore faut-il savoir en tirer les conclusions. En effet. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que le déclin des janissaires correspond un petit peu au déclin de l'Empire ottoman lui-même? L'âge d'or de l'Empire ottoman, c'est le règne de Soliman Magnifique. Donc c'est grosso modo à l'époque du siège de Malte, donc c'est le début de la seconde moitié du 16e siècle, c'est ça. Ouais. Donc ça correspond aussi à l'âge d'or des janissaires. Ouais, ça correspond aussi à l'âge d'or des janissaires. C'est peut-être un peu plus tardif. La déchéance, il commence à faire chier, je crois, à peu près à la toute fin du 16e, donc c'est pas très loin, oui. Ouais. Toute fin 16e, début 17e, ça commence déjà à se barrer en eau de boudin. Et en fait, c'est vraiment à partir du 18e siècle. À partir du 18e siècle, l'Empire ottoman, il s'achève à la fin de la Première Guerre mondiale. Ouais, à partir du 18e siècle, c'est la merde, et début 19e, première moitié 19e, on les achève, quoi. Ouais, c'est-à-dire que dès que tu touchais un petit peu à leurs privilèges, tu pouvais être sûr qu'ils du coup, ce que je voulais dire, c'est que c'est un schéma classique, comme vous dites. Oui, c'est ça, mais du coup, ça, mine de rien, plus l'Empire ottoman était entre guillemets,
sur le déclin, plus les janissaires étaient aussi sur le déclin, les deux sont un peu liés en fait, Est-ce d'une qu'on peut manière. lier les deux? Je sais pas, après c'est toujours pareil aussi avec Parce que c'est vrai que l'Empire ottoman fait office de figure de proue jusqu'à quoi, 18e siècle, comme tu l'as si bien dit, et après c'est pas qu'ils font plus vraiment peur, mais bah, disons qu'après, mais enfin, même pendant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman c'est pas ça quoi. Enfin, sans vouloir les insulter ni rien. C'est une série d'éternels recommencements parce que t'as toujours les trois phases pour chaque empire, pour chaque état comment on appelle ça, rayonnement, crise, puis remontée, rayonnement, crise. Ouais, c'est ça, je pense que c'est une chute qui est inévitable. Tu prends la Russie, tu prends n'importe quel pays. Toute civilisation périclite au bout d'un moment. On commence par une expansion militaire qui a été foudroyante, c'est le cas pour l'Empire ottoman, qui en un siècle s'est taillé un territoire mais juste monstrueux. Et après, une fois qu'on est à court de guerre pour maintenir tout ça, on stagne, il y a plus de renouvellement entre guillemets. Il y a un gros parallèle à faire, c'est avec l'Empire romain. Il me semble que l'Empire ottoman, si je dis pas de bêtises, c'est un des empires qui a duré le plus de siècles. On n'est pas loin moins que l'Empire romain, mais on est quand même pas très loin, je crois. 6 siècles. Ouais, c'est ça, 6 siècles. 1299, si je me rappelle bien, la fondation de la dynastie et de l'Empire. Des Ottomans, et après... et ça s'est effondré après la Première Guerre mondiale. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Ça dure du Moyen-Âge jusqu'à... Ouais, donc c'est long. Jusqu'au monde moderne. Ça fait presque 6 siècles. 6-7 siècles, quoi. Ça fait 600 ans, ouais. Ça fait un peu plus de 600 ans. GG, les Turcs. Moi, j'ai trouvé ça absolument fascinant de bosser là-dessus. En fait, j'ai découvert pas mal de choses. Je connaissais pas mal de choses aussi avant, mais j'en ai découvert énormément. C'est juste vraiment... Ouais, parce que du coup, là, t'es arrivé au bout, j'ai pas... Oui, je suis arrivé. Ah, t'es arrivé au bout, d'accord. Ouais, puisqu'on a parlé de l'effondrement et voilà, c'est la fin. Les janissaires disparaissent en 1826, ils arrivent à s'en débarrasser. Malheureusement, je suis désolé, j'ai pas du tout... C'est dommage parce qu'en fait, l'anecdote de la fin, elle est vraiment sympa, parce qu'ils se sont vraiment fait piéger, en fait. Le sultan, il a super bien joué ses cartes. Bon, l'effondrement des janissaires, leur extermination, ça porte un nom qui traduit du turc, veut littéralement dire événement heureux. Ah. Ou heureux événement, d'ailleurs, c'est plus beau dit comme ça. C'était devenu une sacrée épine dans le pied. Ah oui, c'était devenu une épine, mais de la taille d'un clou, quoi. Enfin, vraiment, les mecs... en fait, si tu veux, quand t'as une élite comme ça qui refuse d'être réformée, c'est souvent un problème pour moderniser le pays. Je dis pas que la modernité, c'est nécessairement... Bonjour, le Japon du 19e siècle. Voilà, on peut faire le parallèle avec le Japon du 19e siècle et la caste des... Enfin, c'est pas vraiment une caste, mais avec les samouraïs. Bien sûr, il y a des parallèles qui sont un petit peu dans tous les sens. Comme la garde prétorienne, ils faisaient les empereurs. Là, t'as trouvé quelque chose pour pas mal de chroniques, puisque tu peux en faire plein. Ah oui. J'aimerais bien que t'en fasses une, par exemple, sur les lance-connaisses. Ça va être sympa, ça. Ok, je crois que j'ai le nom de ton... Des bourrins alcooliques du 16e siècle en Allemagne, oui, ça va être bien. J'ai le nom de ton empereur, c'est Mahmoud II, qui normalement a été empereur du 28 juillet 1808 au 1er juillet 1839, donc ça correspond normalement à... C'est Mahmoud Ier ? Mahmoud II, pas premier. Mahmoud II, ok. Ouais, c'est le fils d'Abdouhamid Ier. Ok. Voilà. Voilà. Et sur ce, je pense que nous pouvons clôturer cette magnifique chronique. Et je vais même t'applaudir, je pense, parce que franchement, bien joué. Merci. Après, faut voir si le travail de synthèse est bien fait, parce que moi j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu lourdingue. Mais écoute, ce sera à nos chers auditeurs de nous le dire dans les commentaires ou non. Quoi, mettez un pouce bleu ou abonnez-vous, mettez la cloche. C'est ça. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.